France. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Monsieur le Délégué général, chers collègues. Permettez-moi d'abord de vous exprimer tout le plaisir et l'honneur que j'ai à être auditionné par votre commission. Ma relation avec la France, comme l'évoquait Madame la Présidente, ne date pas d'hier. Lorsque, en 1980, jeune interne en médecine de famille, je suis débarqué en France pour me former à la gériatrie, une discipline qui n'existait pas à l'époque dans mon pays, et à la gérontologie. J'ai eu l'extrême privilège d'être accueilli par les professeurs Michel Philibert et Robert Huguenot à Grenoble, où j'ai appris de l'un la réflexion philosophique gérontologique et de l'autre les éléments cliniques essentiels à la pratique de la médecine pour les personnes âgées. Et ce séjour a été déterminant dans le reste de ma carrière puisque je me suis investi dans non seulement les soins et l'enseignement en gériatrie et en gérontologie, mais aussi la recherche, une recherche axée sur l'organisation des services de santé pour les personnes âgées, sur la coordination des services de santé, sur le soutien à l'autonomie et d'ailleurs les réflexions que j'ai pu engager avec Michel Philibert lors de ma formation à Grenoble m'ont permis d'axer mes travaux sur l'autonomie plutôt que de les axer sur la dépendance. J'étais tout à fait enchanté de voir que Mme Delaunay a pris cette orientation de maintenant cibler l'autonomie plutôt que de cibler les déficits des personnes âgées, ce qui nous permet d'avoir une approche positive, ce qui est stimulant tant pour les équipes que pour les familles qui ont à se préoccuper et à s'occuper des personnes âgées qui présentent une perte d'autonomie. Alors, ce parcours professionnel m'a amené à ressentir des frustrations par rapport à l'incapacité de l'État de pouvoir mettre en place des politiques et des mesures qui permettent à la société de pouvoir s'adapter au vieillissement de la population et particulièrement au système de santé et de services sociaux, d'être en mesure de s'adapter à ce vieillissement. Et cette frustration a été à l'origine de mon implication politique qui, comme Madame la Présidente l'a souligné, est récente, mais pour moi, il était important qu'il puisse y avoir une volonté politique et j'ai trouvé au Parti québécois et particulièrement chez Mme Marois, notre première ministre, une oreille attentive, une sensibilité à ces éléments et je pense que nous serons en mesure de pouvoir mettre de l'avant un certain nombre de politiques qui sont essentielles, indispensables pour que l'État québécois puisse être en mesure de mieux répondre aux besoins des personnes âgées. Le vieillissement de la population nous oblige à repenser nos systèmes de santé. Vous savez, nos systèmes de santé ont été créés au siècle dernier, au moment où nous avions une population jeune et où les maladies aiguës, surtout, étaient prépondérantes. Nous avons maintenant une population vieille avec, surtout, des maladies chroniques. Et il faut donc passer d'un système hospitalo-centré, que nous connaissons maintenant, à un système qui est centré vers la personne, vers le citoyen, à proximité du citoyen, et qui va l'accompagner dans sa maladie chronique ou dans l'évolution des maladies chroniques qui, tôt ou tard, vont le rattraper. Alors, il faut donc avoir une approche qui décentre le système de santé de l'hôpital, et pour ça, il faut adopter 4 stratégies. D'abord, très en amont, comme nous savons que les maladies chroniques peuvent être prévenues, il faut donc prioriser la prévention et nous avons l'intention de lancer une politique nationale de prévention et de promotion de la santé. Il faut absolument être en mesure de lutter contre le tabagisme de façon encore plus efficace parce que nos mesures ont entraîné des effets bénéfiques, bien sûr, mais il y a une stagnation des taux de tabagisme, notamment chez les adolescents et les adolescentes, et c'est cette stagnation mérite qu'on puisse donner un second souffle à nos stratégies de lutte contre le tabagisme. Deuxièmement, nous avons une population de plus en plus sédentaire, des jeunes qui ne pratiquent plus d'activité physique avec les conséquences que vous connaissez sur l'obésité, sur les maladies cardiaques et plusieurs autres maladies chroniques. Alors, il faut remettre les citoyens et citoyennes à l'activité physique, non seulement à l'école, mais également
au travail pour que nous puissions avoir une société beaucoup plus en santé et diminuer le fardeau des maladies chroniques. Troisième élément extrêmement important, c'est la nutrition, où la consommation excessive et de plus en plus importante de boissons sucrées entraîne des conséquences extrêmement importantes sur la santé des personnes. Et il faut donc avoir une stratégie pour lutter contre la malnutrition et faire en sorte que les effets délétères de la malnutrition, non seulement sur l'obésité, le diabète, les maladies cardiaques, mais on comprend de plus en plus que même certains cancers sont associés à la malnutrition, qu'on puisse donc avoir une stratégie efficace. Et bien sûr, une politique nationale de prévention déborde le champ de la santé, le champ des services sociaux, parce que vous savez tous qu'un environnement sain, un environnement où on peut lutter efficacement contre la pauvreté, contre les problèmes de scolarité déficiente chez une partie de nos populations auront un impact majeur. Alors, notre intention est de déposer un livre vert sur une politique nationale de prévention ce printemps et d'avoir un lancement de cette politique au cours de l'automne prochain. Deuxième stratégie qui est absolument essentielle si on veut lutter et aider les patients avec des maladies chroniques, c'est d'avoir une médecine de proximité, ce que nous appelons chez nous des services de première ligne efficaces pour que les personnes avec des maladies chroniques puissent être suivies adéquatement, que leur thérapeutique soit bien ajustée, que l'on prévienne des détériorations qui entraînent une utilisation indue de l'hôpital ou des urgences. Alors, nous avons une stratégie, un plan d'action pour améliorer les services de première ligne. Au Québec, nous avons choisi, il y a une trentaine d'années, de valoriser la médecine de famille sur le modèle anglo-saxon. Médecine de famille qui confère aux médecins généralistes la responsabilité première d'une population en lui donnant des soins non seulement au niveau des maladies physiques, mais aussi de la santé mentale, des soins pédiatriques, des soins gynécologiques, de l'accouchement, des soins hospitaliers. Donc, le médecin de famille a une polyvalence et a depuis 25 ans une formation spécifique. La médecine de famille est devenue une spécialité à part entière avec une discipline universitaire qui a permis le développement non seulement de la formation, mais également de la recherche dans cette discipline. Nous devons maintenant mieux organiser la médecine de famille et nous développons ce que nous appelons les groupes de médecins de famille, ce qui est en fait un cabinet de groupe, un cabinet de médecins libéraux qui reçoivent l'aide de l'État pour avoir des services administratifs, mais aussi engager des infirmières, engager d'autres professionnels de la santé, avoir un équipement informatique. Et en échange de ce soutien de l'État, ils doivent s'engager à augmenter la prise en charge des personnes, donc avoir une patientèle de 1000 personnes par médecins, et nous voulons augmenter progressivement ce nombre, et également à élargir les heures d'ouverture pour être en mesure de couvrir le soir et les fins de semaine les problèmes intercurrents que les patients peuvent présenter. Alors, ces groupes de médecins de famille sont en implantation depuis quelques années. Nous voulons accélérer leur installation et donc passer à 350 groupes de médecins de famille pour l'ensemble de la population québécoise. Nous voulons aussi doter les groupes de médecins de famille de professionnels additionnels de la santé parce que les diététistes, les psychologues, les intervenants sociaux, les kinésiologues peuvent apporter une contribution importante au suivi et au traitement des maladies chroniques. Et donc, nous doterons ces groupes de médecins de famille de professionnels supplémentaires pour qu'ils puissent être en mesure d'augmenter le nombre de patients qui est suivi, de sorte que tous les citoyens et citoyennes du Québec puissent avoir accès à un médecin de famille. Et nous y sommes engagés au cours d'un premier mandat de notre gouvernement. Donc, nous avons 4 ans pour atteindre cet objectif. Actuellement, 75% des citoyens du Québec ont accès à un médecin de famille. Il nous reste encore à compléter ce réseau et surtout à faire passer ce réseau au 21e siècle par l'implantation d'un dossier médical électronique, ce que vous appelez un dossier médical personnalisé, je crois. Dossier qui permettra non seulement une meilleure efficacité de ces groupes de médecins de famille, mais aussi de communiquer avec les établissements de santé pour avoir
en temps réel les résultats des examens de laboratoire et avec les pharmacies pour pouvoir procéder à des ordonnances par voie électronique. Alors, nous sommes à implanter ce dossier médical électronique qui devrait être complété au cours de la prochaine année. Troisième stratégie, comme les maladies chroniques font intervenir plusieurs organismes, organisations, services. Il faut mieux coordonner les services, il faut mieux intégrer les services. Et au cours de ma carrière, nous avons développé un modèle d'intégration que nous avons appelé Prisma et dont on a démontré l'efficacité et qui est en implantation actuellement. Ce modèle, vous le connaissez puisque les MAIA, les maisons pour l'autonomie des malades d'Alzheimer, sont calqués sur le modèle Prisma avec des tables de concertation, un point d'entrée unique, un gestionnaire de cas qui fait l'évaluation des besoins de la personne, un plan de service et des outils de communication partagés. Alors, ce modèle que vous connaissez via les MAIA est en implantation pour l'ensemble des personnes âgées au Québec. Nous sommes à 60% d'implantation et nous souhaitons compléter au cours de la prochaine année l'implantation dans tout le Québec de ce modèle d'intégration de services qui nous permet de mieux coordonner, d'avoir une meilleure efficience dans la prestation des services aux personnes âgées en perte d'autonomie. Alors, ces mesures agissent en amont de l'hôpital pour faire en sorte que les personnes soient mieux suivies, reçoivent des services en dehors du milieu hospitalier, mais il faut agir aussi en aval. Actuellement, au Québec, nous avons 16% des lits dans les hôpitaux de courte durée qui sont occupés par des personnes âgées qui attendent une place en hébergement. 16% des lits, c'est considérable. Pourquoi? Parce que les places en hébergement sont encombrées puisque la seule option pour une personne âgée en perte d'autonomie qui ne compte pas sur un proche aidant, le plus souvent une proche aidante, pour lui apporter l'aide et les soins, c'est de s'orienter vers un établissement d'hébergement parce qu'on n'a pas su mettre en place des soins à domicile appropriés. Alors, nous avons donc décidé de prioriser les soins à domicile pour faire en sorte que le maintien à domicile devienne une option et qu'on puisse donc libérer les lits d'hébergement de personnes qui autrement auraient pu éviter de se retrouver dans ces institutions et donc permettre qu'on puisse accueillir dans ces centres d'hébergement ceux et celles pour qui il n'y a pas d'autre option. Alors cette stratégie de priorité aux soins à domicile s'accompagne bien sûr d'un investissement majeur et conséquent dans les soins à domicile. Nous voulons au cours de notre mandat comme gouvernement doubler le budget alloué aux soins à domicile. Nous avons déjà, dans le premier budget, augmenté de 25% le budget des soins à domicile. Alors, il y a un effort qui devra être fait à chacune des années budgétaires pour atteindre cet objectif. Mais il ne faut pas qu'investir dans les soins à domicile, il faut aussi mieux organiser le financement des soins à domicile et c'est là où la mise en place d'une assurance autonomie, vous connaissez ce système puisque vous avez déjà mis en place l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie depuis plusieurs années et cette stratégie va nous permettre réellement de pouvoir assurer les personnes âgées en perte d'autonomie de services financés par l'État pour répondre à cette perte d'autonomie. L'assurance autonomie est en fait l'innovation sociale du 21e siècle. Elle est le pendant de ce qu'a représenté l'assurance santé au 20e siècle, qui répondait à une population jeune. On a maintenant une population plus vieille et il faut être en mesure d'assurer également l'autonomie, en plus de la santé, des personnes et c'est ce que nous allons mettre en place. Nous avons certains atouts. Nous pouvons profiter de votre expérience dans le domaine et de celle de plusieurs autres pays, notamment le Japon, où on a procédé à l'implantation d'une telle assurance en même temps qu'un mécanisme d'intégration des services. Donc, le gestionnaire de cas est chargé non seulement de l'évaluation et d'être le courtier de service, mais également de la gestion de l'allocation de soutien à l'autonomie. Alors, nous voulons reproduire ce modèle puisque nous avons déjà ces gestionnaires de cas et nous pouvons en plus leur confier le rôle de s'assurer de la qualité des services qui auront été implantés. Nous avons déjà un outil, ce fut d'ailleurs un des premiers travaux de ma carrière, de mettre en place un outil d'évaluation de l'autonomie, donc qui nous permet d'évaluer les besoins. Alors, le système de mesure de l'autonomie fonctionnelle que nous avons mis au point est déjà
appliqués en opération partout au Québec pour l'accès aux services à domicile et en institution d'hébergement. Et nous avons développé un système de gestion qui permet de regrouper les milliards de différents profils d'incapacité que nous pouvons rencontrer en 14 profils qui chacun correspondent à un plateau de services nécessaire et à un coût, évidemment. Donc, nous pourrons, pour cette assurance autonomie, compter sur ces acquis que sont la gestion de cas, l'outil de gestion et l'outil d'évaluation. Et nous implanterons donc cette assurance autonomie par la voie d'un livre blanc que nous publierons au printemps pour procéder à des consultations et déposer une loi à l'automne en vue d'une mise en service de notre assurance autonomie le 1er avril 2014. Alors, ces éléments de notre politique visent vraiment à répondre au vieillissement de la population. Vous savez, on pense toujours que le vieillissement, ce sera une espèce de catastrophe et qui va nous tomber dessus comme un tsunami. Le vieillissement n'est pas une catastrophe d'abord et n'est pas quelque chose qu'on ne peut prédire. On sait que le vieillissement est là. C'est plutôt un iceberg. On voit qu'il est là. Moi, je le vois depuis une trentaine d'années pour mon pays. Il s'approche. Et il faut absolument que le paquebot du réseau de la santé et des services sociaux puisse opérer un certain virage pour qu'on puisse être en mesure de pouvoir répondre à ce défi qui est aux portes de notre société, pour lequel vous avez déjà commencé à mettre en place un certain nombre de jalons, mais c'est un défi extrêmement important, mais aussi qui devrait nous stimuler comme élus, comme gouvernement, à être en mesure d'être proactifs, de prendre les actions nécessaires pour être en mesure d'adapter notre système de santé et d'adapter notre société à une population vieillissante. Et je pense que c'est le défi que nous avons tous, de part et d'autre de l'Atlantique, à relever. Et je vous remercie de pouvoir m'accueillir de nouveau dans votre pays pour connaître un peu mieux les stratégies qui ont été mises en place. Quelques mots avant de terminer, Madame la Présidente, sur la santé mentale. Nous avons au Québec mis en place un plan d'action de santé mentale qui, malheureusement, et nous l'avons évalué récemment, n'a pas été suivi ou implanté de façon complète. Ce plan d'action visait d'une part à agir sur la stigmatisation dont sont encore l'objet les malades avec des problèmes de santé mentale, à agir en prévention, et vous voyez que notre stratégie nationale de prévention devra faire une place à la prévention des problèmes de santé mentale, à la prévention du suicide, notamment chez les plus jeunes. Nous avons également, dans ce plan d'action, essayé de décentrer l'aide aux malades mentaux de l'hôpital, du réseau institutionnel, en créant des équipes de suivi intensif dans le milieu et qui permet aux personnes avec un problème de santé mentale d'être suivies à l'extérieur du milieu psychiatrique avec la présence, bien sûr, de psychiatres répondants, mais surtout d'intervenants de première ligne qui peuvent mieux accompagner, mieux suivre les malades avec des problèmes de santé mentale. Vous savez, la maladie mentale est une maladie chronique aussi. Alors, il faut avoir la même stratégie, une stratégie de soins et de services de proximité. Et notre nouveau plan d'action de santé mentale, qui est actuellement en cours d'élaboration, va réaffirmer l'importance de la lutte à la stigmatisation et de la prévention, mais va surtout faire en sorte de pouvoir bien arrimer la santé mentale avec les groupes de médecins de famille. Vous voyez que la stratégie, là, va être importante. Il va falloir doter les groupes de médecins de famille, de psychologues, d'intervenants sociaux pour que les médecins de famille puissent être en mesure de mieux suivre les personnes qui présentent des problèmes de santé mentale de façon à intervenir en amont du milieu institutionnel. Et c'est, je pense, un défi majeur qui, pour la santé mentale comme pour d'autres maladies chroniques, est incontournable dans nos sociétés vieillissantes. Je vous remercie donc encore une fois de votre attention et il me fera plaisir de répondre à certaines de vos questions.